Je ne cherchais pas de géant lorsque j'ai commencé mes recherches sur les opérations forestières sibériennes. J'étudiais les pratiques de travail dans la Russie pré-soviétique, les équipes ouvrières, les camps de bûcherons, l'extraction industrielle qui alimentait l'expansion impériale. Une recherche historique classique, le genre de choses qu'on compile en tableaux bien ordonnés de quotas de production et de statistiques du travail avant de passer à autre chose. Puis j'ai découvert les photographies, pas des dessins, pas des illustrations folkloriques, pas des récits exagérés de trappeurs autour d'un feu de camp, des photographies, de véritables preuves photographiques datant des années 1880 jusqu'au début des années 1900, montrant des équipes de travail dans les forêts sibériennes, avec des individus d'une taille impossible, debout parmi des bûcherons de taille normale, leurs proportions si spectaculaires qu'elles semblaient relever d'un jeu de perspective. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'illusions d'optique. La profondeur de champ était cohérente. Les motifs de la neige correspondaient. Les ombres tombaient correctement sur toutes les silhouettes. Ces images dataient d'une époque antérieure à toute technologie sophistiquée de manipulation photographique. Et c'est là que les explications officielles ont cessé d'avoir du sens. Plus je creusais, plus les photographies affluaient. Des négatifs sur plaques de verre provenant des archives impériales russes, des tirages à l'albumine d'expéditions françaises, des épreuves argentiques gélatino-bromure montrant des hommes, principalement des hommes, mais parfois aussi des femmes, mesurant 2,70 m, 3 mètres, parfois 3,30 m, debout dans le paysage sibérien glacé. Pas des cas isolés, pas de simples anomalies médicales documentées par curiosité scientifique, des groupes entiers, plusieurs individus dans la même image, la même équipe de travail, le même camp de bûcherons, parfois 3 ou 4 géants parmi une équipe de 20 hommes de taille normale. Les archives d'État russes en contiennent des dizaines. La Bibliothèque nationale de France possède une collection provenant d'expéditions scientifiques qui les mentionne uniquement en passant. Travailleurs locaux d'une stature inhabituelle, puis passent à autre chose sans investigation. Les compagnies forestières suédoises qui opéraient dans la région tenaient des registres méticuleux, incluant des photographies de leurs équipes de travail, et ils sont là, des individus dominant leurs collègues, tenant les mêmes outils, portant le même équipement divers, effectuant le même travail. Toujours le même schéma. Documenter, cataloguer, ne jamais enquêter, ne jamais se demander pourquoi étaient-elles si nombreux, concentrés dans les opérations forestières sibériennes? Pourquoi les photographies se regroupent-elles entre 1870 et 1910, puis cessent-elles brusquement? Pourquoi les journaux d'expédition décrivent-ils ces individus non pas comme des curiosités, mais comme des travailleurs précieux, plus forts, plus capables, spécifiquement recrutés pour les tâches les plus lourdes? Et voici ce qui rend impossible de balayer tout cela d'un revers de main. Ces géants ne posent pas pour le spectacle. Ils travaillent, en pleine tâche. Les photographies les montrent maniant des scies, déplaçant des rondins, se tenant en formation de travail avec leurs équipes. Les images n'ont pas été prises pour mettre en valeur des anomalies, elles documentaient des opérations forestières. Et les géants s'y trouvaient tout simplement, suffisamment banals pour que les photographes n'aient pas jugé nécessaire d'expliquer leur présence. Une fois qu'on le remarque, les preuves se multiplient. J'ai commencé à examiner l'équipement forestier lui-même. Les scies passe-partout à 2 hommes provenant des opérations sibériennes mesurent entre 3,60 m et près de 5 mètres de long, bien plus longues que les scies comparables utilisées dans l'exploitation forestière européenne ou américaine pendant la même période. Explication historique standard, conçue pour le bois sibérien exceptionnellement grand. Sauf que les arbres sibériens, bien que grands, ne sont pas proportionnellement plus imposants que les forêts anciennes d'Amérique du Nord ou de Scandinavie, où l'on utilisait des scies nettement plus petites. À moins que les hommes qui les maniaient n'aient pas été de taille standard. Les poignées de scie elles-mêmes racontent dans l'histoire. L'espacement des prises sur ces outils anciens, qu'on trouve encore dans les collections de musées et les cours de récupération rurale russes, mesure entre 1 mètre et 1,30 m. Un homme de taille normale avec une envergure de bras moyenne ne peut pas manipuler confortablement une scie dont les poignets sont espacés aussi largement.
Il faudrait étendre complètement les 2 bras, éliminant tout avantage mécanique, rendant l'outil essentiellement inutilisable. Mais pour quelqu'un mesurant 3 mètres, avec une longueur de bras proportionnelle, l'espacement devient parfaitement ergonomique. Ensuite, il y a les traîneaux, d'énormes traîneaux de transport de bois trouvés abandonnés dans des régions sibériennes reculées, certains encore à moitié enfouis dans le pergélisol. Ce ne sont pas les traîneaux qu'on utiliserait pour déplacer du bois transformé vers des scieries, ce sont des traîneaux de terrain, conçus pour traîner des rondins fraîchement coupés des sites d'abattage vers les zones de stockage. La construction est identique aux traîneaux forestiers standards, à ceci près qu'ils sont agrandis de presque le double. Les harnais de traction mesurent 2,10 mètres de l'attache d'épaule au point de fixation de la charge. La capacité de charge structurelle suggère des poids qui nécessiteraient une douzaine de chevaux pour être déplacés, ou plusieurs hommes exceptionnellement forts. Les musées les présentent comme des traîneaux de cérémonie ou équipements de parade, malgré des traces d'usure évidentes, malgré le fait qu'on les trouve dans des régions forestières actives à des dizaines de kilomètres de toute agglomération assez grande pour organiser des défilés. L'alternative, qu'ils étaient des équipements fonctionnels construits pour des opérateurs humains d'une taille et d'une force inhabituelle, ne semble apparemment pas mériter considération. Mais ce n'est pas seulement l'équipement, ce sont les camps eux-mêmes. Les camps de bûcherons abandonnés à travers la taïga sibérienne contiennent des anomalies architecturales qui reflètent les motifs que j'ai documentés ailleurs. Des portes de dortoirs mesurant 3 à 3,60 mètres de haut, des plateformes de couchage construites à 90 cm du sol, bien trop hautes pour qu'une personne normale puisse confortablement s'asseoir sur le bord et s'allonger. Des tables à manger avec des bancs positionnés à des hauteurs qui laisseraient les pieds d'hommes de taille moyenne dans le vide. Pas dans un seul camp, dans des dizaines. Les registres contemporains des opérations forestières russes décrivent ces camps comme des structures temporaires, construites rapidement, reconstruites saisonnièrement au fur et à mesure que les opérations forestières se déplaçaient. Pourtant, ils présentent systématiquement les mêmes proportions surdimensionnées. Pourquoi des équipes construisant des abris temporaires dans des conditions sibériennes brutales gaspilleraient-elles délibérément du bois et de la main-d'œuvre en construisant tout plus grand que nécessaire, à moins que ce ne soit pas plus grand que nécessaire pour les personnes qui les utilisaient? Les preuves photographiques deviennent impossibles à ignorer lorsqu'on les examine systématiquement. Image après image, on voit la même configuration. Une équipe de travail alignée pour documentation, pratique standard pour les opérations forestières, suivant leur main-d'œuvre. 10, 15, 20 hommes, et parmi eux, systématiquement, des individus dominant leurs collègues. Pas debout sur des souches, pas positionnés sur un terrain inégal, debout sur la même terre enneigée que tous les autres, leurs têtes s'élevant d'1 mètre, parfois 1,20 m, au-dessus des hommes à leur côté. Les vêtements sont identiques. Même manteau d'hiver, même chapeau de fourrure, même bottes lourdes. Ce ne sont pas des dignitaires en visite ou des superviseurs vêtus différemment. Ils sont habillés pour le même travail dans les mêmes conditions. La seule différence, c'est l'échelle. Et leurs mains. On le voit clairement sur les photographies de meilleure qualité, des mains tenant des manches de hache, agrippant des cadres de scie, reposant sur les épaules de collègues plus petits. Des mains proportionnelles à leur corps, ce qui signifie des mains de la taille d'assiette. Pas gonflées par la maladie, pas déformées, juste agrandies, tout en proportion, juste fondamentalement plus grand. Ce qui rend ces photographies dévastatrices pour les explications conventionnelles, c'est leur nature banale. Ce ne sont pas des affiches de cirque annonçant « l'homme le plus grand de Russie », ce n'est pas de la documentation médicale de cas pathologiques, ce sont des photographies professionnelles, des listes d'équipes de bûcherons, l'équivalent visuel de pointer à l'arrivée. Les géants sont juste là faisant partie de l'équipe, suffisamment ordinaires pour que personne n'ait pris la peine de noter leur présence dans les légendes. Comme si des hommes de 3 mètres dans les équipes de bûcherons sibériens étaient parfaitement normaux. Les expéditions françaises fournissent la documentation la plus détaillée, précisément parce qu'elles ne cherchaient pas de géants,
Elles étudiaient les ressources sibériennes et les pratiques de travail à des fins commerciales. Un rapport d'expédition de 1891 décrit la rencontre avec une opération forestière près de la rivière Yenisei, employant ce qu'ils appelaient des travailleurs indigènes d'un développement physique extraordinaire. Le récit est clinique, presque désinvolte. Plusieurs individus d'une taille exceptionnelle, estimés entre 2,7 et 3,2 mètres, effectuant des travaux lourds sur le bois avec une efficacité supérieure aux ouvriers normaux. Le contremaître a indiqué que de tels travailleurs sont couramment employés dans toute la région pour les tâches nécessitant une force importante. 3 mètres. Près de 10 pieds de haut, le rapport ne sensationnalise pas cela, n'exprime ni choc ni incrédulité. Note simplement cela comme un fait observé et passe à la discussion de la qualité du bois et de la logistique de transport, comme si rencontrer plusieurs bûcherons de 3 mètres était intéressant mais pas particulièrement inhabituel. Les photographies accompagnant cette expédition montrent exactement ce que le rapport décrit, des individus massifs parmi des équipes de taille standard, en plein travail, sans rien de remarquable. Puis les registres s'arrêtent. Après environ 1912, ces photographies disparaissent des archives russes. Pas progressivement, brutalement, les rapports d'expédition détaillés cessent. Les listes de compagnies forestières qui notaient auparavant la composition des équipes cessent de mentionner les travailleurs de stature inhabituelle. Les négatifs sur plaques de verre qui documentaient les opérations quotidiennes ne montrent soudain que des hommes de taille normale. Qu'est-ce qui a changé? Pas les opérations forestières. L'extraction du bois sibérien a continué et s'est développée. Pas la technologie photographique. Les appareils photos sont devenus plus courants et accessibles. Pas les travailleurs eux-mêmes. Il n'y a aucune preuve d'émigration massive ou d'effondrement démographique. Juste la documentation. Le registre officiel cesse simplement de reconnaître ce qu'il avait précédemment documenté sans commentaire. Et lorsqu'on essaie de retracer ce qui s'est passé, on se heurte au même mur dans toutes les sources d'archives. La Révolution russe fournit une couverture commode, registres détruits, archives brûlées, mémoire institutionnelle perturbée. Mais le schéma apparaît avant 1917. Les photographies cessent d'apparaître dans les registres des compagnies françaises et suédoises dès 1913. Les enquêtes industrielles allemandes sur les ressources sibériennes, qui incluaient auparavant une documentation photographique des forces de travail locales, omettent soudainement ces images après 1911. Comme si quelqu'un avait décidé que ces travailleurs particuliers n'étaient pas plus appropriés à documenter. Comme si leur existence était devenue gênante à reconnaître. Les outils demeurent, cependant, les preuves persistent de manière qui ne peuvent être complètement effacées. À travers la Russie sibérienne, les antiquaires et les opérations de récupération rurale découvrent encore occasionnellement les outils massifs. Des haches avec des manches mesurant 2,10 mètres, des masses à fendre pesant 36 kg, des perches à crocs étendues à des longueurs qui seraient complètement ingérables pour des hommes de taille normale. Tous montrant des traces d'usure, tous des outils fonctionnels, pas des pièces décoratives. Les historiens locaux les classent comme usage incertain ou possiblement cérémoniel, malgré leur découverte dans des contextes clairement industriels. Enterrés dans d'anciens sites forestiers, récupérés dans des hangars d'équipements effondrés, déterrés lors de projets de construction dans des régions ayant un historique documenté d'extraction de bois. L'explication alternative, qu'il s'agissait d'outils quotidiens pour des travailleurs dont la taille rendait de tels instruments pratiques, reste non formulée dans la documentation officielle. Trop de questions. Trop de perturbations aux récits établis sur qui travaillait en Sibérie, qui a construit l'infrastructure, qui a accompli les exploits industriels que nous avons crédités aux acteurs historiques standards. Mais le schéma s'étend au-delà de la Sibérie. Une fois qu'on sait où chercher, on trouve des preuves photographiques similaires provenant d'opérations forestières à travers l'extrême-orient russe, dans toute la région de l'Oural, même dans le nord de la Scandinavie où les opérations suédoises et norvégiennes chevauchaient le territoire russe. Toujours la même configuration,
Des équipes de travail contenant des individus d'une taille extraordinaire, effectuant du travail lourd, documenté sans fanfare. Et s'arrêtant toujours vers la même période, cette fenêtre cruciale entre 1910 et 1920, où quelque chose a changé dans ce qui était considéré acceptable à enregistrer. L'architecture raconte la même histoire. Les logements ouvriers dans les établissements sibériens reculés de la fin des années 1800 présentent les mêmes proportions surdimensionnées, des portes construites pour des habitants de 2,40 m à 3 mètres, des hauteurs de plafond approchant les 3,60 m dans des structures qui étaient censément des logements temporaires pour travailleurs. Pas des manoirs, pas des bâtiments administratifs, de simples habitations en bois dans des endroits où le matériel excédentaire signifiait du travail supplémentaire dans des conditions brutales. Pourquoi tout construire plus grand que nécessaire, à moins que la nécessité elle-même n'ait été différente de ce que nous avons présumé? Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas la preuve elle-même, c'est le refus systématique de l'examiner. Lorsqu'on présente ces photographies à des historiens du travail russes, ils reconnaissent que les images sont authentiques, puis rejettent l'échelle comme une distorsion de perspective, sans expliquer comment la perspective se distord systématiquement à travers des centaines d'images de photographes différents, d'appareils photo différents, de décennies différentes. Lorsqu'on montre les outils aux conservateurs de musées, ils les cataloguent comme usage industriel incertain, plutôt que de reconnaître l'implication évidente concernant la taille des opérateurs. Lorsqu'on signale les proportions architecturales, on nous dit qu'elles reflètent des traditions de construction régionales, sans aucune explication de pourquoi de telles traditions gaspilleraient délibérément des ressources en rendant tout trop grand. Ce n'est pas un déni actif, c'est un évitement passif. Des questions qui ne sont simplement pas posées, parce que les poser mènent à des endroits où l'establishment académique ne veut pas aller. Mais les questions demeurent. Pourquoi des individus d'une taille extraordinaire se sont-ils concentrés dans les opérations industrielles sibériennes pendant une période historique spécifique? Pourquoi étaient-ils suffisamment précieux pour être employés malgré, vraisemblablement, des besoins alimentaires plus élevés et des besoins d'équipements spécialisés? Pourquoi leur documentation cesse-t-elle précisément quand l'industrialisation s'accélère et que la documentation de la main-d'œuvre devient supposément plus sophistiquée et complète? Et que leur est-il arrivé? Pas un déclin démographique graduel, pas d'émigration vers d'autres régions. Il n'y a pas d'apparition correspondante de tels individus ailleurs. Pas de mort due à des facteurs environnementaux. Les conditions sibériennes étaient dures pour tout le monde, mais ces individus étaient apparemment assez robustes pour un travail lourd dans des conditions extrêmes. Ils cessent simplement d'apparaître dans les registres, cessent d'être photographiés, cessent d'être mentionnés, cessent d'exister dans l'histoire officielle, comme si quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux les oublier. Je reviens sans cesse à une photographie en particulier. Elle est datée de 1907, prise près de Krasnoïarsk lors d'une étude forestière française. L'image montre une équipe de travail de 10 hommes avec une pile massive de rondins fraîchement coupés. 9 des hommes sont clairement de taille normale. On peut le constater en les comparant à la maison visible dans le cadre. L'un est géant, pas un homme grand. Géant. Il n'est pas positionné à l'avant ni mis en valeur d'aucune façon. Il est simplement intégré à l'équipe, tenant un rondin sans effort, portant le même équipement. Ce sont des collègues, des co-travailleurs, juste des gens faisant un travail. Mais nous les avons rendus impossibles en prétendant qu'ils n'ont jamais existé. Nous avons transformé une réalité documentée en spéculation interdite. Nous avons effacé des individus qui étaient apparemment suffisamment banals à leur époque pour que les photographes n'aient pas jugé nécessaire de les expliquer. Et ce faisant, nous avons perdu quelque chose d'important. Pas seulement la connaissance de qui ils étaient, mais la compréhension de ce que nous avons oublié. Quelle capacité nous avons perdue? Quelle connaissance du potentiel humain existait dans l'histoire récente que nous avons en quelque sorte décidé d'ignorer? Les outils massifs demeurent dans les cours de récupération. Les structures surdimensionnées tiennent toujours debout dans des endroits reculés.
Les photographies persistent dans les archives, attendant que quelqu'un demande pourquoi. Pourquoi étaient-ils là? Pourquoi ont-ils été oubliés? Et quoi d'autre avons-nous effacé de l'histoire parce que le reconnaître exigerait de réécrire ce que nous pensons savoir du passé récent? Les forêts sibériennes se souviennent, même si les livres d'histoire ne s'en souviennent pas.